François Mitterrand demandait une mise au net de la part du Parti communiste. Pierre Mauroy réclame ce soir une clarification pour le Premier ministre. Elle est indispensable et elle aura lieu. Le centre de tri postal de Caen, investi la nuit dernière par la police, le ministre des PTT annonce qu'un plan de modernisation des postes va être publié. De très violents tirs d'artillerie hier soir à Beyrouth, où la veille déjà, le palais présidentiel avait été la cible des obus. Gilles Elbilia à la recherche de l'exploit. Le boxeur français affronte tout à l'heure aux États-Unis le champion du monde des mi-moyens. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Tupolev soviétique qui s'est dérouté hier après-midi pour passer au-dessus des installations secrètes de la base de Toulon, cet avion a été fouillé par la police à son arrivée à l'aéroport de Marseille-Marignane. Il a toutefois pu redécoller ce matin en direction de Moscou. Alors aujourd'hui, on évoque bien sûr l'hypothèse d'une opération d'espionnage et l'on a présent à l'esprit l'épisode tragique du Boeing sud-coréen abattu par la chasse soviétique au large du Japon. Mais dans le cas qui nous intéresse, les autorités militaires françaises restent très discrètes, attendant les résultats de l'enquête qu'elles ont entamée. Il faut dire que la rade de Toulon était bien intéressante hier, puisque le sous-marin nucléaire Ruby y relâchait pour cause de révision. Georges Leclerc. Voici les faits. Vendredi après-midi, la rade de Toulon, objectif militaire français de première importance, a été survolée par un avion de ligne soviétique, Tupolev 134, assurant la ligne Moscou-Budapest-Marseille. Alors question, s'agit-il d'un incident de parcours ou d'une affaire d'espionnage? Il semble, en attendant les conclusions de l'enquête officielle qui débutera demain, que, au départ, les contrôleurs aériens français du centre de contrôle d'Aix-en-Provence ont demandé au Tupolev de dévier sa route pour ce que l'on appelle en termes techniques un évitement radar. Mais le Tupolev n'aurait pas suivi exactement les indications fournies par le contrôleur français et se serait aventuré au-dessus de la base militaire de la rade de Toulon. Mais pourquoi toute cette histoire pour une petite déviation de quelques kilomètres? Eh bien, cette base de Toulon est très importante. Souvenez-vous de la visite du chef de l'État le 14 juillet 1982. Elle abrite en ce moment même plusieurs bâtiments comme le premier sous-marin nucléaire français, le Ruby, ou le porte-avions Foch. Ces navires recevraient en ce moment l'équipement électronique nécessaire pour capter et utiliser les émissions du satellite français Télécom 1 que voici, lequel permettra une navigation et des télécommunications plus précises grâce aux liaisons radio ultra secrètes du système Syracuse. Télécom 1 sera lancé par la fusée Ariane ce prochain mois de juillet depuis la base de Kourou. Voilà certes qui mérite un détour. Mais pour un détour de ce type, en septembre dernier, les maréchaux soviétiques, confirmés ici par la voix de leur porte-parole, le maréchal Ogarkov, n'ont pas hésité à abattre un avion civil sud-coréen qui survolait la presqu'île de Sakhalin. À l'époque, la chasse soviétique avait décollé, et après quelques sommations, les Sukhoi de l'armée de l'Extrême-Orient, comme celui-ci, avaient abattu le Boeing coréen et ses 269 passagers. Son crime avait été, je vous le rappelle, d'avoir d'abord survolé puis de s'être dirigé vers des installations militaires ultra secrètes, ici. En France, il existe quelques zones interdites de survol, l'arsenal de Cherbourg, la rade de Brest, le centre d'essai des Landes et la base de Mont-de-Marsan, le centre atomique de Marcoule, et tout à fait au sud-est, la rade de Toulon, ainsi que le centre d'essai des missiles des îles du Levant. D'après les contrôleurs aériens français, le survol de la rade de Toulon est assez fréquent, 3 ou 4 fois par mois en moyenne. Souvent, les chasseurs des bases voisines, comme hier ou Fréjus, décollent pour inviter les intrus à s'écarter de la zone interdite. Vendredi après-midi, personne n'a décollé pour le Tupolev. Pierre Mauroy était ce soir l'invité du club de la presse d'Europe numéro 1. Les relations entre le gouvernement et le Parti communiste étaient au centre des questions. Le Premier ministre a été très clair après les fausses notes enregistrées ces dernières semaines du côté du PC. Tout en souhaitant que les communistes restent au gouvernement, le Premier ministre a réclamé une clarification de leur position. Je vous propose d'écouter M. Mauroy. Où en sont exactement les communistes? Voilà la question à laquelle il faut répondre. Une clarification doit avoir lieu et cette clarification aura lieu. Quand? Comment? Quand? Comment? Ce que je puis dire, c'est que la discussion entre le président et moi-même est commencée sur ce sujet. Elle se poursuivra dans les prochains jours, la semaine prochaine, mais une chose est sûre, c'est que la clarification aura lieu et qu'elle est indispensable. J'attache pour ma part trop d'importance à l'union de la gauche.
je considère à ce point positif la présence des communistes au gouvernement que je supporte mal une forme de médiocrité dans l'Union. L'Union de la gauche existe, et là elle exerce ses responsabilités gouvernementales, elle doit se comporter comme telle. Nous gagnerons, je parle de la gauche, et chacune des composantes de la gauche ne l'emportera que dans la solidarité et dans la clarté, et certainement pas par la subtilité. Mais ce que j'ai mis en cause tout à l'heure, ce n'est pas finalement un geste, ce n'est pas un article, c'est d'une façon plus systématique, depuis 3-4 mois, la mise en cause de l'action gouvernementale. C'est là qu'il y a une absence de cohérence, c'est là qu'il y a nécessité de s'expliquer, c'est là qu'il y a nécessité de clarifier. Les choses ont l'avantage d'être claires, Albert Duroy, mais que peut être cette clarification? Oui, ce qu'on peut dire, c'est que dans les difficiles relations entre socialistes et communistes, on est passé aujourd'hui un peu de la dissuasion à la menace. Qu'était la stratégie du Parti communiste? C'était de se démarquer des décisions impopulaires du gouvernement, mais de ne pas pour autant rompre l'alliance gouvernementale. De leur côté, les socialistes ont supporté cette alliance assez ambiguë et parfois incommode, parce que la présence des communistes au gouvernement était un gage de paix sociale. Mais les socialistes affirmaient qu'il y avait un seuil à ne pas dépasser, et ils ne précisaient pas quel était ce seuil. C'est exactement le principe de la dissuasion. L'adversaire ne sait pas jusqu'où il peut aller sans attirer la foudre. Il doit donc être prudent. Le message de M. Mauroy à M. Marchais, aujourd'hui, c'est un peu celui-ci. Attention, vous devenez imprudent, vous approchez de la ligne rouge à ne pas dépasser. Alors, qu'est-ce qui peut se passer désormais? Ou bien le Parti communiste se fait plus discret dans ses critiques, et dans ce cas, il aura cédé, ou bien il continue à mener sa guérilla contre la politique gouvernementale, et dans ce cas, il risque, aux yeux de l'opinion, de porter la responsabilité d'une rupture de la majorité. Or, les communistes n'oublient pas le précédent de 1977. À ce moment-là, l'opinion publique leur avait fait porter la responsabilité de la rupture de l'Union de la gauche. Et cela avait marqué le début du déclin électoral du Parti communiste. La menace de Mauroy à Marchais aujourd'hui place M. Marchais devant un choix très difficile. Une autre phrase à retenir des interventions politiques de ce week-end, elle émane de Jean-Pierre Chevènement qui critique à mots couverts le plan Delors. Pour l'ancien ministre de l'Industrie et de la Recherche, je le cite, la politique de Jacques Delors ressemble un peu trop à une politique des années 30. La police est intervenue la nuit dernière pour faire évacuer le centre de tri postal de Caen. Des milliers de sacs postaux étaient empilés dans ce centre en grève depuis le 23 mars dernier. Il n'y a pas eu de heurts, le bâtiment étant à peu près désert à l'arrivée de la police. Vous vous souvenez qu'hier, le Sidunati avait menacé de faire intervenir un commando pour expulser les grévistes. Le ministre des PTT, M. Mexando, qui est aussi élu du Calvados, était par ailleurs l'invité d'Antenne 2 Midi. Il a annoncé la publication d'un plan de modernisation de la Poste française. Corinne Perret. Ce soir encore, le centre de tri postal de Caen est fermé. Les forces de police montent la garde. C'est cette nuit que, sur ordre du préfet, la police a investi le centre en grève depuis 3 semaines. Des transporteurs recrutés pour l'occasion s'emparent des sacs de courrier en souffrance. Plus de 20 000 en tout. L'opération se déroule sans incident. Peu de grévistes sont présents. Immédiatement, les syndicats CFDT et CGT ont violemment protesté contre l'intervention des forces de l'ordre. Dans le Calvados, mais aussi ailleurs, depuis plusieurs mois, des grèves perlées entravent la bonne marche du service public. 20 millions de lettres sont en rade. Raison de ces conflits, le refus par les syndicats du nouveau plan de réorganisation des PTT. La Poste joue un rôle essentiel dans l'économie de notre pays. Nous en sommes conscients. C'est bien pourquoi nous luttons avec tant de conviction pour que précisément d'autres mesures interviennent pour que la Poste, à nouveau, soit au hit-parade de ce qu'on appelle le service public. En bref, ce n'est pas vous qui semez la pagaille, ce sont les décisions du ministre. Eh bien, le ministre, je ne dirais pas que le ministre contribue à la pagaille, mais en tout cas, il a pris de mauvaises décisions. Nous souhaitons qu'il revienne à d'autres solutions. Nous sommes prêts à négocier à tout moment, puisque le ministre, je pense, ce matin a fait état qu'il était prêt à ces négociations. Eh bien, notre porte est ouverte. À tout moment, nous sommes prêts à en discuter avec lui.
Le service public, Louis Mexando, ministre des PTT et élu du Calvados, veut lui aussi le défendre. Si le service public ne se déroulait pas normalement, d'autres, effectivement, tenteraient de le faire à notre place. Et c'est pourquoi il n'est pas question de laisser en otage des millions de plis, alors qu'on sait que la vie économique des régions en dépend. Je suis moi-même l'élu donc d'une région qui est gravement touchée, qui est pôle de conversion, où l'on vient de sauvegarder la sidérurgie. Je dois tenir compte et des intérêts des entreprises et des intérêts des particuliers. Reconnaissant la dégradation de la Poste, le ministre a également indiqué qu'il annoncera prochainement des mesures de modernisation. Demain, la CGT et la CFDT organisent des manifestations devant le centre de tri de Caen. Une réaction de Charles Hernu au sondage du Journal du Dimanche dont je vous communiquais les résultats hier soir, un sondage dans lequel on apprenait notamment que 58% des Français souhaitent le départ des soldats français du Tchad. Pour le ministre de la Défense, ce sondage ne peut être considéré que comme une photo prise sur le vif. M. Hernu ne pense pas qu'elle reflète les sentiments profonds des Français. Et puis à noter une petite phrase de Bernard Ponce, toujours à propos du Tchad. M. Ponce estime au nom du RPR que la présence française s'impose dans ce pays parce qu'on ne peut pas abandonner l'Afrique. Il faut, ajoute M. Ponce, que le gouvernement ait une attitude plus claire et plus cohérente sur ce problème. Un calme très précaire est revenu à Beyrouth après les violents bombardements d'hier, des bombardements qui auraient fait entre 10 et 20 tués selon les sources et une vingtaine de blessés. Parmi ces blessés, un médecin gendarme de l'ambassade de France qui n'a été que légèrement touché. L'application du plan de désengagement prévu entre les différentes factions qui s'opposent à Beyrouth pourrait être différée à la suite de ces bombardements. Seule note à peu près optimiste dans ce sombre tableau, le chef des Druzes, M. Walid Jumblat, a donné son accord implicite à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Gérard Rinet. Le palais résidentiel du président Gemayel, le symbole du pouvoir. C'est dans ce secteur que les bombardements de la nuit dernière ont été les plus violents. Ils auraient fait au moins 20 morts et une quinzaine de blessés. Mais pourtant, l'impasse politique de ces derniers jours a fait place à une lueur d'espoir après que Walid Jumblat ait affirmé aujourd'hui qu'il acceptait la formation d'un gouvernement d'union nationale. Reste que c'est en Syrie que se jouera le sort du Liban lors de la prochaine visite du président Gemayel à Damas. Visite déjà reportée par Damas. Il y a entre deux choses. Ou bien ils vont faire la réconciliation avec une personne, c'est le président, ou bien une partie, c'est les frangistes, ou bien avec tous les Libanais. Et je crois que les Syriens, on va prendre le deuxième choix. Alors ça veut dire que la réunion de Damas avec le président Gemayel, c'est une réunion où les Syriens vont être arbitres entre tout le monde? Bien sûr. Et vous êtes prêt à accepter n'importe quelle décision? Non, non, je vais discuter toujours. Toujours, je vais discuter qu'est-ce que je trouve pour l'intérêt de Liban, pour l'intérêt de l'homme de Liban. Les Druzes et surtout les Chérites croient actuellement qu'ils peuvent gouverner, disons islamiser tout le Liban. Ce qu'ils cherchent à faire, ils ont encore cette grande ambition qu'une communauté peut contrôler tout le Liban. Aujourd'hui, le fossé entre les différentes communautés libanaises semble toujours aussi grand. Seul élément nouveau après Lausanne, c'est que Damas soutient la légalité libanaise. Un rééquilibrage politique qui rassure un tant soit peu la communauté chrétienne. Des mesures de sécurité très sévères en Iran pour les élections législatives qui se déroulent depuis ce matin. Ce sont les secondes depuis l'instauration de la République islamique en 1979. Les Iraniens doivent choisir les 270 députés de leur Parlement. Philippe Rochaud. Ces élections au Parlement islamique sont surtout l'occasion de voir l'ayatollah Khomeini à un moment où ses apparitions se font de plus en plus rares. Il n'a jamais manqué une élection, mais cette fois c'est l'urne qu'on a dû déplacer jusqu'à son pavillon de Jamaran, au nord de Téhéran, afin qu'il puisse voter. Son fils Ahmed se tient en permanence à ses côtés, mais à 85 ans, l'ayatollah Khomeini semble avoir gardé toutes ses facultés, malgré une fatigue apparente qui lui donne le geste lent. Ainsi, il n'a pu rédiger seul son bulletin de vote. Derrière l'imam Khomeini, derrière le président de la République Ali Khamenei, tous les électeurs au-dessus de 16 ans étaient autorisés à voter. On avait même suspendu la guerre avec l'Irak pour que les 700 000 soldats qui se battent sur le front participent aussi à ces élections. Le Parlement islamique aura vécu 4 ans sous la direction de l'ayatollah Rafsanjani, député de Téhéran,
À sa création en 80, il comptait une opposition, comme le Parti communiste, le Toudé ou les Moudjahidines du peuple. Aujourd'hui, cette opposition a été éliminée politiquement et physiquement. Le Parti de la République islamique est seul maître à bord. L'autre formation, le Parti de la libération de l'Iran de Mehdi Bazargan, a décidé de boycotter ces élections pour absence de démocratie. Les 1200 candidats sont donc tous dans la ligne du pouvoir islamique actuel. Le seul intérêt du scrutin sera de connaître la nouvelle répartition des sièges entre laïcs et religieux, la popularité du clergé et le courant islamique qui va dominer entre conservateurs et progressistes. Et l'ayatollah Rouhani, qui est le chef spirituel de la communauté chiite d'Europe, précise dans les colonnes du journal La Croix à paraître demain qu'il n'attend rien de ces élections. Pour lui, le régime de l'ayatollah Khomeini tombera tôt ou tard. 12 ans de prison pour 3 officiers supérieurs espagnols accusés d'avoir projeté un putsch le 27 octobre 82. Un 4e officier a été acquitté. L'ancien président Ahidjo réfute les affirmations des autorités camerounaises. L'ancien chef de l'État camerounais nie toute participation ou toute incitation à propos de la mutinerie du 6 avril. Enfin, une menace du ministre israélien de la Défense, M. Moshe Arens, qui affirme qu'Israël va intervenir contre les Palestiniens après les récents attentats. Bernard Pesquet va retrouver mardi et jusqu'à la fin du mois le box des accusés à la cour d'assises de Paris. Reconnu coupable de 5 crimes et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, c'était en juin 82, la Cour de cassation avait cassé cette condamnation pour vice de forme. Un procès qui promet d'être fort intéressant en raison de la personnalité même de Bernard Pesquet, surnommé le grand-père meurtrier. Isabelle Bechler. Le 24 décembre 68, Bernard Pesquet épouse Christiane Ruot. C'est pour lui une étape de plus dans la réinsertion. Il a en effet passé 20 ans en prison pour un meurtre commis en 41. Le couple s'installe dans ce pavillon de Pierrelet. Bernard Pesquet, peintre en bâtiment, a tout d'un père tranquille. Très gentil. Jamais nous a manqué le respect ou n'importe quoi. Mais en 1976, tout bascule quand la police découvre 3 cadavres dans cet immeuble de Neuilly. Celui d'Émile Bergot, un homme d'affaires, de sa femme et de leurs domestiques, tous 3 abattus par balle. Pesquet était en relation professionnelle avec M. Bergot. Très vite, les charges sont accablantes contre lui. On fouille aussitôt de fond en comble le pavillon de Pierrelet. Dans la cave de la maison, découverte macabre, les corps de Christiane et d'un agent immobilier, Henri Franqui, y sont ensevelis depuis de longs mois. Le petit entrepreneur nie en bloc, mais déjà, on le compare à Landru. En 1982, 15 jours de procès aux assises de Pontoise, l'audition de 40 témoins et les délires de l'accusé ne permettent guère de mieux cerner la personnalité de Pesquet. Doux et paisible pour les uns, paranoïaque et pervers pour d'autres, il n'est pas dans la norme et on ne le diagnostique pas malade mental pour autant. Aujourd'hui, Pesquet, les cheveux blanchis depuis qu'il est en prison, surprend toujours à 62 ans. Les fleurs qu'il dessine en prison intriguent les psychiatres, mais ses défenseurs n'ont pu faire valoir son irresponsabilité. Pourtant, Bernard Pesquet sera rejugé aux assises de Paris à partir de mardi. Pas d'éléments nouveaux, mais le procès de 82 a été cassé pour vice de forme. Le grand-père meurtrier sera donc rejugé pour des crimes dont il a déjà été reconnu coupable. Un commando de truands avait projeté de profiter du week-end pour forcer la salle des coffres dans une agence de la BNP à Nice, le même scénario que celui utilisé par Albert Spaggiari, mais ils ont eu moins de chance et n'ont eu que le temps de détaler avant l'arrivée de la police, laissant sur place un très imposant matériel. Une femme a été arrêtée, il s'agit de la sœur d'un truand marseillais actuellement incarcéré pour trafic de drogue. De la moto, du vélo et du football, c'étaient les 3 grands rendez-vous sportifs de ce week-end. Des rendez-vous qui vous emmènent en Italie et en Belgique avec Henri Bodiguel. Deuxième Grand Prix de la saison de vitesse sur le circuit de Misano cet après-midi en 500 ici. Après son excellente deuxième place à Calami, on attendait évidemment Raymond Roche et sa Honda désormais équipés d'un moteur d'usine. Le Toulonnais devra en fait se contenter de la 3e place, mais il s'agit tout de même du podium derrière Freddy Spencer, champion du monde sur Honda, premier donc, et Eddie Lawson sur Yamaha, 2e. En 250, c'est l'Italien Fausto Ricci qui l'a emporté devant Martin Wimmer et Wayne Rainey, tous les 3 sur Yamaha. Ici, l'arrivée victorieuse de Freddy Spencer.
Liège-Bastogne-Liège, la classique la plus ancienne de toutes puisque la première édition remonte à 1892. Une épreuve dont le record des victoires appartient à Eddy Merckx qui l'a emporté à 5 reprises. Aujourd'hui, 2 hommes s'étaient échappés en début d'après-midi, Laurent Fignon, le vainqueur du Tour de France, et l'Australien Anderson, mais un groupe de chasse rattrapait les 2 fuyards à 5 km de l'arrivée et l'Irlandais Sean Kelly s'est finalement imposé au sprint devant Anderson et Laurent Fignon, 3e. Rencontre au sommet dans le championnat d'Italie entre l'AS Roma en rouge qui recevait cet après-midi la Juventus de Turin. La Juventus qui possède 3 points d'avance au classement avait en plus l'avantage du pronostic. Au terme d'une rencontre d'une qualité pour le moins moyenne et qui s'est d'ailleurs terminée sur le score nul de 0-0, la Juventus, bien que privée de Michel Platini pendant les 20 dernières minutes de la partie, eh bien la Juventus possède désormais les meilleures chances d'enlever son 21e titre de champion d'Italie. Vous devez encore savoir que les demi-finales de la Coupe de France de football se joueront le 25 avril et le 5 mai. Nantes rencontrera Metz et Monaco Toulon. Par ailleurs, le catamaran Jet Service de Patrick Morvan est en passe de gagner le record de la traversée de l'Atlantique, un record détenu jusqu'à aujourd'hui par Marc Pajot sur le premier Elf Aquitaine. Le bateau de Morvan devrait arriver cette nuit. Dans un peu plus d'une demi-heure, Gilles Elbilia montera sur le ring à Détroit, aux États-Unis, pour le championnat du monde des mi-moyens. C'est de boxe dont nous parlons. Un véritable coup de culot de la part du Français qui doit rencontrer l'Américain Milton McCrory. Elbilia fait bien sûr figure d'outsider, mais il a la foi et cela pourrait faire toute la différence. Gérard Rolls nous rappelle qui est Gilles Elbilia. Gilles Elbilia, à droite ici, 27 ans, 66 kg de sang, son meilleur coup, le direct du gauche. Ses principaux atouts, il est très vif, il est très rapide de bras. Il y a 1 an, au cirque d'hiver, il bat facilement l'Américain Mike Blunt par arrêt de l'arbitre. C'est rare, car Elbilia n'est pas un puncher, ce n'est pas un destructeur. 25 combats, 23 victoires, mais 3 seulement avant la limite. Octobre dernier, à Coubertin, championnat d'Europe des mi-moyens contre le Belge Francis de Castecker. Cela part mal pour Gilles Elbilia. À la 4e reprise, sous les coups précis du Belge, le Français plie, il met un genou à terre. Heureusement pour lui, il refait surface rapidement, sa vivacité justement, et une excellente condition physique. Il termine le combat en marquant beaucoup de points, le courage récompensé. Champion d'Europe, catégorie mi-moyenne, Gilles Elbilia. Elbilia est croyant, très croyant. Il se bat avec et pour Dieu. Mais il reconnaît, la boxe, c'est dur. Vous ne comprenez pas que c'est un sport très difficile. Regardez ma figure ce soir et vous verrez que je suis un être humain et se vider tous les soirs en entraînement pendant 2 mois, c'est trop dur, c'est très très dur. Je voudrais prendre la vie un peu comme tout le monde maintenant. C'est vraiment très très dur, j'en peux plus cette fois. En février dernier, Paris insensé, il accepte de mettre son titre en jeu en Sicile face à Nino La Rocca, un redoutable Italien d'origine malienne. Or, miracle à l'italienne, sur un contre, La Rocca est blessé. À la 6e reprise, l'arbitre arrête le combat. Gilles Elbilia reste champion d'Europe, alors pourquoi pas ce soir un 2e miracle. Les résultats du tiercé, un tiercé qui se courait à Longchamp, la combinaison le 6, le 7 et le 5. Elle rapporte dans l'ordre et pour 5 francs, 4 825 francs et 50 centimes et dans le désordre, toujours pour cette même somme de 5 francs, 463 francs et 50 centimes. L'arrivée de ce tiercé de Longchamp. Et si nous parlions peinture maintenant avec le 100e anniversaire du Salon des Indépendances. Ce fut tout au long de l'histoire de la fin du siècle passé et du début de ce siècle la soupape pour les peintres qui ne voulaient pas forcément suivre les modes. Ce sont les indépendants qui ont fait l'art moderne et tous les grands mouvements ont été représentés dans ce salon. Pour le centenaire, les organisateurs présentent, à côté de l'exposition proprement dite, une rétrospective des grands ancêtres. Gérard Dalmaz. Ouvrir la porte à toutes les œuvres. Grout, peintre anecdotier, génie, c'est la volonté des indépendants depuis 100 ans. Ces trompe-l'œil vaudront peut-être un jour plusieurs milliards de centimes, qui sait?
Mais pour l'instant, ce sont de modestes tableaux du groupe Réalité Minutieuse pour lequel le travail exprime le sentiment. Tout est possible en effet aux indépendants, le salon de la liberté. C'est un salon basé sur un principe de liberté, sans jury ni récompense, et qui permet à tout le monde d'exposer 2 œuvres. C'est un salon aussi qui, vu sa limitation des œuvres, permet un grand rassemblement d'artistes et une confrontation générale de toutes les tendances et de toutes les façons de voir. Vivez-vous de votre peinture? Non, non pas du tout. C'est pas nouveau, enfin c'est surtout ce fait est nouveau, enfin disons du 19e siècle, date de l'artiste un peu isolé de la société. Une époque, il y avait toujours le mécénat, il y avait l'église qui commandait les tableaux, il y avait les particuliers. Cette notion s'est perdue, le peintre est devenu très isolé. Isolé est aussi le suicidaire, hyper-réaliste et surréaliste. Les indépendants, écrivait Apollinaire, prédisent chaque année l'avenir de la plastique. C'est vrai, et les révélations du salon se comptent par centaines, dont Fred Zeller, par exemple, le premier ayant été Van Gogh. Van Gogh était totalement inconnu, inconnu même des artistes. Et c'est grâce aux salons indépendants qu'il y a eu de son vivant des expositions de lui. À l'époque, chaque artiste pouvait exposer plusieurs œuvres et toute l'œuvre de Van Gogh a été exposée aux salons indépendants, de son vivant, inconnu totalement. C'était non seulement Van Gogh, mais c'était Seurat, c'était Cézanne. C'était, par exemple, Seurat vendait ses dessins 10 francs, encadrés 100 francs, Cézanne 150 ou 200 francs. C'est maintenant 4 ou 5 milliards anciens. Cézanne, dont voici un tableau majeur, L'homme au gilet rouge, précisément assuré pour 5 milliards de centimes, Cézanne, découvert ici, figure parmi les 100 chefs-d'œuvre illustrant les 100 ans de la meilleure pépinière mondiale de peinture. Et le cri de Munch rappelle que le père de l'expressionnisme a été ici révélé. D'ailleurs, certains visiteurs sont venus exprès pour le cri. Quand je suis venue, je venais surtout voir un peintre, enfin un tableau spécifique. Et puis je pensais en profiter pour en voir d'autres. Effectivement, en me promenant ici, j'ai commencé à m'intéresser à de nouveaux tableaux, à des noms que je ne connaissais pas, ou à des numéros des fois, puisque parfois je n'ai pas trouvé de nom. Et je pense que c'est une expérience pour moi très intéressante, dans la mesure où j'étais habituée à de grands classiques exposés dans tous les musées, mais que cette fois je commence à m'intéresser à d'autres peintres inconnus pour le moment. Quant à ce tableau, il est signé Dubois-Pillet, le véritable créateur du salon. Commandant de gendarmerie, mais franc-maçon, ami de Seurat et Pissarro, il agaçait et fut muté en Haute-Loire par l'administration. Quelles seront les couleurs du temps de demain, Brigitte Simonetta? La tendance est à la nuance, au dégradé. C'est un temps impressionniste, encore mieux pointilliste, en tout cas pas naïf. Demain, ce sera une journée système D. En météo, système D, cela signifie système dépressionnaire. Regardez la photo satellite. Un front froid va descendre sur le nord de la France et cette formidable perturbation sur le sud s'enroule sur elle-même et stagne sur la Méditerranée. Résultat sur notre carte, instabilité, nuages, orages, ondées orageuses des Pyrénées centrales, au sud du Massif central, aux Alpes du Nord et à la Corse. Nuages et petites pluies sur le nord-est, partout ailleurs des éclaircies. Nous avons changé de masse d'air. Maintenant, les vents sont de secteur nord et le thermomètre est en baisse. Une sacrée baisse de 5 à 6 degrés sur tout le territoire français. Cela nous laisse 10 à 14 degrés sur la moitié nord, 13 à 17 degrés seulement sur la moitié sud. Demain, lundi 16 avril, le soleil se lèvera à 6h57, se couchera à 20h44. Ce sera la Saint-Benoît-Joseph. Vers 23h05, Jacques Segui vous présentera le dernier journal. Demain, 12h45, antenne de midi avec Noël Mamère. Et C'est la vie à 18h30 avec Jean-Claude Alanic. Enfin, à 20h, vous retrouverez Christine Ockrent. Nous allons nous séparer sur des images de rêve, tant il est vrai que les voiliers font rêver. Cela se passe à Saint-Malo. Il y a 450 ans, Jacques Cartier partait de Saint-Malo pour découvrir le Québec. Saint-Malo célébrait cet anniversaire. C'est l'occasion d'entendre le vent claquer dans les voiles.